Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, bonjour Polydomso. Rust qui n'a pas mis ses écouteurs. Ah putain, ouais. C'est terrible. Ce Enfin, bref. professionnalisme sur 20 là. Oui, j'espère qu'il a mis un caleçon cette fois. Alors, il vérifie. Vérifie quand même hein, qu'on n'est pas. Et en plus, j'ai un superbe survêtement MyProtein que je peux vous montrer comme ça. Mais dis donc, n'y aurait-il pas jusqu'à moins 50% cette semaine sur MyProtein? Mais oui, avec le code La Sueur, bénéficiez de cette promotion-là. Code La Sueur, LASUEUR, tout attaché et en majuscule sur le site MyProtein. Bien, après ce joli placement de produit, mon cher Polydomso et mon cher Rust, on va pouvoir répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. D'abord, si vous nous écoutez sur YouTube, mettez ça en commentaire. Ou alors, vous pouvez nous envoyer, comme tous nos auditeurs seulement, qui nous écoutent donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Teacher et j'en passe, un message, soit sur podcast@lasueur.com ou sur Instagram @lasueur. Messieurs, question de HDR_Matisse. Salut, juste pour proposer une idée de vidéo, est-ce que vous pourriez parler de la catégorie plume de l'UFC et son déroulement à l'avenir? Plume et donc featherweight. Holloway qui monte peut-être chez les légers. J'adore ce que vous faites les gars, continuez. Alors messieurs, c'est vrai que cette catégorie featherweight qui a quand même subi un petit, on peut le dire, tremblement de terre avec la victoire de Volkanovski sur Max Holloway. Et là, a priori, il devait y avoir une revanche en juin à Perth, en Australie, là où Rust a vécu pendant quelques mois pour y faire de sacrés dégâts, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec le coronavirus, malheureusement, on ne sait pas si ça se fera, mais on est un peu près sûr qu'il y aura cette revanche-là parce que Max Holloway le mérite. Ah bah oui, il le mérite. Hein. Si tu me permets, Polydomso, il le mérite parce que bon bah c'était quand même, voilà, c'est kiff avec José Aldo sur qui est le meilleur featherweight de tous les temps. Bon, il a battu 2 fois José Aldo, donc théoriquement, mathématiquement, on devrait dire c'est donc lui le meilleur. Mais bon, ça marche pas vraiment comme ça. Ce serait trop facile. Donc il est au coude à coude avec José Aldo sur le meilleur de tous les temps. Donc ouais, un rematch, c'est vraiment pour moi la moindre des choses, d'autant plus qu'il y a des challengers méritants en featherweight, mais je trouve que Max Holloway, bon, le combat, il l'a gagné, hein, il a vraiment fait le taf à Volkanovski, mais je pense que Holloway peut changer quelque chose dans s'il y a un nouveau combat, qui peut peut-être s'adapter ou améliorer un petit peu son approche, et puis voilà, c'est Max Holloway, quoi. Ouais, mais pour le coup, mine de rien, si Max Holloway venait à battre Volkanovski, mon cher Polydomso, ce serait. Enfin, parce qu'on sait ce que Volkanovski va apporter, parce que c'est vrai que Max Holloway avait été un peu exposé avec les fameux leg kicks combat après combat. Et là, pour une fois, il y a quelqu'un qui s'en est servi. Et vraisemblablement, il devra s'en servir lors de la revanche. Et si Max Holloway arrive à dépasser ça, là, il sera encore plus effrayant quelque part. Polydomso. Non, carrément. Et ouais. Je voulais dire, c'est qu'il ne s'est pas déshonoré dans son combat contre Volkanovski. Oui. Volkanovski avait un super game plan. Il a exploité les habitudes de Holloway. Holloway, c'est vrai que c'est un excellent boxeur. Et comme tous les boxeurs qui sont de très bons boxeurs, il a besoin de ses jambes, et notamment de sa jambe avant. Non, mais il a besoin de sa mobilité, en fait. Et même pour pouvoir, en fait, avoir cette boxe en volume qu'il a, il est obligé d'avoir des appuis, en fait. Et c'est très difficile de se protéger contre les low kicks dans ces moments-là, quand on a cette stratégie de combat. Et donc, il a été très vite embêté. Ça ne lui a pas permis de développer son game plan numéro 1, en fait, Holloway. Donc, il s'est adapté qu'à un cas en changeant de garde et tout, mais il n'était pas aussi efficace qu'à d'habitude. Et malgré tout, bah, c'était un match qui était serré. C'est-à-dire, même en étant sur son game plan B, finalement, ouais. sur une espèce de game plan de secours, pour faire face à Volkanovski qui avait la très bonne stratégie, bah, ça restait disputé. Donc, c'est très intéressant parce que maintenant, il a enregistré en fait, les informations nécessaires. Il me tarde de voir ce que donnerait en fait, Holloway si rematch il y avait contre Volkanovski. Et il me tarde de voir Volkanovski parce que je ne pense pas que Volkanovski va se dire ah, c'est bon, je vais refaire la même et ça va passer. C'est un mec qui est très intelligent, il est dans une équipe qui a vraiment, là, pour le moment, une superbe dynamique. Hein. L'équipe Hooker, Adesanya et du coup Volkanovski. Ils sont vraiment et bien. Puis même Kara France, non, il n'est pas avec eux?
Je dis peut-être si, n'importe il me quoi. semble. Ouais, il a avec eux. Ouais. Et donc, enfin, je crois du coup, mais il me semble bien. Et du coup, c'est un peu comme, tu sais, Eke, au moment où ils étaient vraiment au top, Ouais. tu as une émulation, Ouais. chaque combattant se tirait les uns les autres. Et ça reste encore une excellente équipe, mais il y a des Il périodes y a une comme ça, dynamique, ouais. il y a une Il y a des dynamique cycles. où tout le monde est au top, tu vois, dans ton équipe. Et moi, je pense que l'équipe, là, justement, de Volkanovski, franchement, ils sont vraiment bons. Donc, franchement, j'ai envie de voir ça. Moi ça m'ennuierait que ce rematch ne se fasse pas. Et Ouais. j'espère aussi pour Max Holloway surtout qu'il y aura un petit peu pas un sentiment d'urgence, mais qu'il ait un peu plus conscience d'où il se trouve dans les combats. Parce que même après le combat contre Volkanovski, pour lui, il le gagnait. T'as eu aucun moment, et c'est ce que Polydomso a dit très justement quand on avait fait le débrief. En gros, il a changé de game plan, et notamment en changeant de jambe, presque quand il pouvait plus servir de l'autre parce qu'il était trop tard. Et moi, ça m'a un peu fait peur parce que, et c'était pareil pour Dustin Poirier, t'as pas l'impression que Max Holloway se dise au cours du combat, bon bah là je suis en train de perdre, là faut quand même que tu changes quelque chose. Et même son camp aussi lui disent, bon bah là va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose d'autre. Et ça fait 2 défaites où à chaque fois tu as l'impression qu'au moment de la décision, lui est convaincu qu'il a gagné, alors que les gens qui regardent le combat se disent bah effectivement non, parce que pour Dustin Poirier où c'était quand même plus criant, et même pour Volkanovski à chaque fois c'était clair qu'il avait perdu le combat. Et ça c'est un peu inquiétant pour la suite parce que s'il y a des combats où ils ne roulent pas sur les mecs, va peut-être falloir qu'ils puissent activer la 6e, 7e vitesse. C'est vrai. Mais du coup, c'est là où ça va être la reprise. On ne sait pas trop quand est-ce que ce sera, mais les premières apparitions et interviews, et en tout cas débriefs à tête reposée qu'on aura de la part du camp de Max Holloway et de Max Holloway lui-même, ce sera vraiment intéressant. C'est voir si effectivement il a pris conscience qu'il a merdé et qu'effectivement il n'a pas adapté sa stratégie autant qu'il l'aurait pu ou dû, ou en tout cas à temps, quoi. Ouais, non, c'est clair. En plus, moi ça m'intrigue particulièrement ce combat parce que je pense pas qu'Holloway puisse. Je pense pas qu'il puisse se dire ouais, bon, je vais faire attention à checker les leg kicks, quoi. Tu vois, genre, ce qu'on pourrait se dire. Parce qu'en fait, là, ce qui fait sa force et son game, c'est justement cette boxe en volume, ses déplacements, ses changements de garde. Et tout ça, ça nécessite les jambes. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne check pas les leg kicks. C'est pas parce qu'il s'est rendu compte en tant que combattant professionnel, à son je sais pas combienième combat, que ah merde, il y avait des leg kicks. Il le sait, ça, en fait. Il le sait, il a fait des sparring avec des gens et tout. C'est juste qu'il a fait un calcul et il s'est dit moi, ma stratégie numéro 1, elle fonctionne très bien malgré les leg kicks. Je prends le risque de prendre peut-être 3-4 leg kicks et la plupart du temps, les gens vont abandonner leur stratégie en cours de route parce qu'ils prendront des pains dans la gueule et ils vont se dire bon, j'arrête. Le truc, c'est que Volkanovski, c'est un maître là-dedans, c'est qu'il arrive très bien à nullifier, en fait, genre à casser le temps de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, une des forces de l'OS, c'est qu'il te sature de coups. C'est que l'activité, elle est constante. Mais Volkanovski, et c'est là où il rejoint Adesanya, mais d'une autre manière, c'est qu'Adesanya, il fait plein de feintes pour que tu t'exposes et pour qu'ensuite il te contre et qu'il te sanctionne vraiment dur. Alors que Volkanovski, il fait plein de feintes, mais pour te paralyser, quoi, pour te dire ah putain, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et il te sature d'informations. Et avec Holloway, Holloway, il était moins actif que d'habitude. Et en plus de ça, il se prenait des low kicks. Donc son jeu n'a pas pu se développer. Et en plus de ça, il payait en fait les faiblesses de son jeu dans ce combat-là. Donc moi, je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place comme stratégie. Et je ne doute pas qu'il aura une stratégie parce que je pense qu'il est intelligent et que les gens qui l'accompagnent sont des gens intelligents. Donc, ce sera forcément subtil. Ce sera pas, je pense pas qu'il va faire une Khalil Rountree et qu'il va faire du Lumpini Holloway pendant tout le combat. Je pense pas qu'il fasse ça parce que, bon, après, on n'en sait rien, mais je pense pas que ce serait la voie. En revanche, plus miser sur les changements de garde, sur la distance, sur le retrait de jambes, par exemple. J'aimerais beaucoup voir ça. C'est un truc qui fait pas beaucoup, mais je pense que c'est une des solutions que tu peux avoir contre les low kicks, notamment quand tu es très mobile avec tes jambes. Et qu'en plus, il a un avantage d'allonge sur Volkanovski. Donc, tout ça, à mon avis, ça peut être exploité. En tout cas, ce sera très intéressant parce que victoire ou défaite, s'il y a une défaite, ça pourrait être bien parce qu'on aurait enfin Max Holloway qui monte, à mon avis, chez Lightweight dans de bonnes conditions. Et puis victoire, nouveau run. Et puis on connaît la catégorie featherweight à quel point elle est dans ces derniers temps. Messieurs, question de never give up. Respectons son pseudo. Salut à vous trois. Déjà, merci à Polydomso pour son comeback. Merci à lui, Polydomso. Merci beaucoup. Alors, les talents gâchés par le mental. Kevin Lee, Cody Garbrandt, gros fan, par exemple. Pourquoi ? Comment ?
Et si Guillaume pouvait donner un peu plus son point de vue, en plus de diriger les vidéos, ce serait top. Mais non, je laisse nos deux experts pour ça. Très bon contenu, ça nous régale. Bah, merci beaucoup de Never Give Up. Alors, bah voilà les gars, alors les mecs qui ont été gâchés par leur mental, avec, on va commencer par Polydomso, qui adore Cody Garbrandt. Mais non, ouais, ça fait partie de mes lettres de gloire là. En plus, j'ai pas su derrière. Pourquoi il n'a pas été gâché par son mental, hein, c'est l'absence de ça qui pêche. Moi, je ne m'explique pas en fait Cody Garbrandt. C'est très étrange parce qu'il a été capable de faire une des plus belles performances dans la cage qui soit, une des plus belles preuves de discipline et justement de mental et de sang-froid contre Dominick Cruz, qui est un adversaire vraiment chiant à combattre, quoi. Dominick Cruz, il a fait craquer mentalement justement TJ Dillashaw. Alors pas TJ Dillashaw n'a pas perdu le combat en se disant putain je suis mal, mais il l'a frustré, quoi. TJ Dillashaw était frustré et il a cédé à l'énervement, et au lieu d'avoir une bonne stratégie en cherchant les low kicks, il y a plusieurs moments où il essayait de vraiment rentrer dans le tas et il faisait vraiment le jeu de Dominick Cruz. Ce que n'a pas fait Garbrandt. Garbrandt était très patient, il a pris son temps et il a puni en fait Dominick Cruz en le faisant venir à lui, quoi. Et ça, franchement, moi déjà je pariais pas sur lui. C'était inattendu, c'était complètement inattendu. Donc, ce qui est d'autant plus surprenant quand tu vois les performances qu'il y a eu derrière, avec Titi Dillashaw et c'est qui le merde? Ah, j'ai oublié son nom. Pedro Munoz. Oh, Pedro Munoz, ouais, oui, voilà. Pedro Munoz, merci. Formidable. Qui avait en plus été choisi par l'équipe de Cody Garbrandt. Pour moi, c'est vraiment cette défaite qui est terrible. Parce que contre TJ Dillashaw, le premier combat, ok. Deuxième combat, c'est inexcusable. Pedro Munoz, normalement, tu n'as pas le droit de le perdre parce que tu choisis un mec qui est classé, qui est censé être abordable, où tu as toutes les armes pour le battre et où tu gagnes au début du combat. Et puis ensuite, tu te retrouves à let's bang, bro. Let's bang. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, je pense que le problème de Garbrandt, c'est pas un manque de mental, c'est un mental particulier. Il a le mental Team Alpha Male, quoi. Vraiment, c'est genre. Mais il a un coup, clairement. Non, il a du mental, il a une volonté de guerrier, donc c'est vraiment pas, il n'a pas un problème de mental, Garbrandt, c'est juste qu'il a un problème de sang-froid. Dans le moment où quand il va prendre un coup, il va se dire putain, faut que je rentre, faut que j'en mette deux derrière, quoi. Et ça, c'est d'intelligence aussi quelque part, parce que pour le coup, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, et je pense que Dominick Cruz, c'est pour ça qu'il a pu rouler sur le mec, c'est parce qu'il sait pas, et Dominick Cruz, il frappe pas très fort, et il l'a pas touché très fort. Donc à aucun moment, il s'est senti énervé pour lui dire bon bah ok, je vais te montrer qui est le bonhomme, tu vois. Alors que tous les derniers combats contre Dillashaw, bah, il y avait toute cette haine, toute cette rivalité avec Team Alpha Male où il est arrivé en se disant bah, faut que je t'explose. Et puis contre Pedro Munoz, il était superbe. Même c'est ce qu'on disait quand, avec Rust, nous avons eu la chance de voir ce combat-là en live, mon cher Rust. Quand on voyait le combat, il est arrivé avec ses nouvelles armes parce qu'il avait été en Thaïlande, je crois. Je ne sais plus si c'était Tiger Muay Thai, mais bref, il était en Thaïlande pour le combat. Ouais. Et donc, il était arrivé, on était waouh, on a un nouveau Cody Garbrandt. Il s'est fait toucher une fois, et à partir du moment où il s'est fait toucher, bah, c'était terminé. Alors là. Bah ouais, mais moi, je pense, après je te laisse la parole, Rust, je pense que c'est vraiment, pour avoir vu pas mal de vidéos de sparring chez Team Alpha Male, moi je pense que le péché originel, il vient de là, quoi. C'est un peu comme les sparring shoot à box, tu vois, genre c'est vraiment, les mecs, ils y vont à 200% et tu as des histoires d'ego. Tu sais, par exemple, j'avais vu, il y a une vidéo, elle est horrible comme ça, où c'est un combattant qui combat le petit frère de Garbrandt, je crois, et le mec le fout KO, mais genre KO stiff, quoi, vraiment le KO, mais... Genre le KO pas Coubertin, tu vois, le KO hors des conventions de Genève. Le mec s'étale, tu vois, et là, t'as le mec qui le regarde, il fait Welcome to Team Alpha Male, tu vois, et genre, j'étais genre, oh là là, l'ambiance dans le gym. Et mais moi, franchement, je vis ça, je prends mes bagages, je me barre direct, hein, tu vois, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est leur truc, tu vois. Mais là, tu vois, pour moi, ce que tu viens de dire, cette anecdote-là, voilà, ça veut absolument tout dire, et je pense même pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin, en fait. Parce que finalement, c'est vrai que c'était Garbrandt et Kevin Lee, c'était ça les deux qui étaient évoqués? Oui, complètement. Mais après, on pouvait en ajouter, oui, exactement. Ouais, parce voilà, que pour le coup, Kevin Lee, il y a vraiment un problème. Pour le coup. Ouais, voilà, et c'est vrai que Kevin Lee, ce serait peut-être un peu plus arrangé du côté mental, parce que avant que Polydomso ne le dise, parce que c'est ce que c'est, mais voilà, ça faisait partie de son analyse, etc. Et c'est pas vraiment du mental avec Cody Garbrandt. Le problème, c'est effectivement plutôt c'est qu'il a le sang chaud, mais si effectivement c'est comme ça que ça se passe à la Team Alpha Male, ça peut pas, c'est un peu comme une putain de dictature où tout est ultra rigide. Ça peut être stylé sur quelques années, sauf qu'il y a forcément un moment où ça va déconner.
Et là, pour Alpha Male, c'est pareil, tu vois, ça ne peut pas marcher. Un message peut-être à faire passer. Non, pas spécialement, pas spécialement. Non, mais en gros, voilà, je pense que Team Alpha Male, c'est un peu ce délire-là, c'est-à-dire que ça a dû marcher pendant un moment donné parce que bah, forcément, c'est le fer aiguise le fer et tu as des gars qui sont super talentueux. En plus, il y avait Avec un nom comme ça, tu sais. Bon. Oui, bon, déjà. Mais voilà, à l'époque, tu as eu une émulsion, une Émulation. Émulsion, c'est le vinaigre balsamique. ouais. Donc une émulation avec Dwayne Ludwig et tu avais des gars qui étaient super talentueux qui se sont rassemblés pour faire la Team Alpha Male. Et c'est vrai que l'espace de quelques années, ça a fait un truc incroyable. Mais parce qu'il y a cette mentalité un peu, bah, en anglais, je sais pas, on dirait douchebag, mais je sais pas comment est-ce qu'on peut le dire en français. Je sais pas exactement quelle serait. Un abruti, un tocard, ouais. Ouais. C'est pas ça, c'est plus abruti, ouais, je pense. Ouais, voilà, enfin, c'est un mec pas malin, quoi. Et je pense que cette mentalité-là, eh ben, au bout de quelques années, elle démontre les limites un peu tout ne peut pas fonctionner de façon correcte et organique quand tu as une mentalité comme ça derrière. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui a dû malheureusement faire un petit peu de mal à Cody Garbrandt, c'est que c'est déjà à la base, quand tu écoutes un peu sa biographie et quand il parle de son enfance, en gros, il se foutait sur la gueule constamment avec son frère, mais genre, c'était pas des bagarres comme, bon, je sais pas comment vous battiez, mais avec mon petit frère, bon, bah, on se battait vite fait. Eux, c'était vraiment, ils se mettaient, mais vraiment, c'était jusqu'à la mort presque. Donc, tu pars avec un mec comme ça, et tu le mets dans une team où, grosso modo, il n'en restera qu'un, Christophe Lambert, et l'autre, on le met, on le jette dans un ravin avec des pics. Eh ben, ça peut pas marcher sur le long terme. Et j'irais même jusqu'à dire, il a été champion et c'était incroyable. Et franchement, il s'est transcendé, Cody Garbrandt, et c'était absolument sublime ce qu'il a fait contre Dominic Cruz. Mais je pense pas que tu puisses être un champion un peu, comment dire, défendre ta ceinture longtemps et le rester avec ce genre de mentalité et dans ce genre de camp, en fait. Bah, mais moi, en fait, j'étais le premier surpris parce que quand tu vois Uriah Faber et tout, c'est un mec plutôt cool. Et même quand tu regardes, par exemple, quand il a coaché, bon, je confesse, j'ai regardé le TUF à une époque. C'est terrible, mais bon, personne n'est parfait, hein, qu'est-ce que je voulais. Et j'avais regardé notamment le TUF à l'époque, le fameux TUF Conor McGregor, Uriah Faber. Moi, je trouve que c'était un super. Enfin, j'ai trouvé qu'il coachait bien, tu vois, genre plutôt sang-froid, intelligent et tout. Donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu ces vidéos-là, tu vois. Mais bon, après, tout n'est pas à jeter là-dedans parce que c'est nécessaire aussi des sparring durs et une mentalité un peu de meute de loup, quoi, l'appel de la forêt, quoi, Jack London. Mais c'est nécessaire, mais à un moment donné aussi, faut relâcher un peu le truc parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, je vais me lancer dans une analyse de comptoir avec Garbrandt, mais moi, j'ai l'impression que c'est un mec qui est ultra fidèle et qui est, c'est genre à la vie, à la mort sur la team, tu vois. Et si la team a dit de faire ça, bah, je fais comme ça et je remets pas en question, quoi. Et en fait, je pense que s'il était bien piloté, téléguidé, en fait, ça pourrait être le meilleur de tous les temps, en fait, quand tu réfléchis. Ouais. Ça pourrait être un Tyson téléguidé par Cus D'Amato, quoi. C'est un peu le même genre, quoi. Parce que je pense qu'avec la bonne suggestion, avec le bon conditionnement mental et le bon truc, bah, tu peux, comme il est fidèle à en trouver et qu'il est prêt à partir sur le bouclier, c'est très bien. Mais en revanche, si tu l'utilises mal et que tu le réfrènes pas justement dans ses instincts, tu vois, de guerrier, bah, tu vois, il perd les 2 combats contre TJ Dillashaw, alors que normalement, il était en passe de les gagner, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est ultra rageant, quoi. Et un truc qui pourrait être intéressant, je pense là, je suis en train de me dire, il y a peut-être un parallèle qu'on aurait pu faire, tu vois, dans un monde, dans un univers parallèle, un mec comme Rory McDonald, qui n'aurait pas été à Tristar, mais qui aurait été à la Team Alpha Male, eh ben, je pense que ça aurait pu devenir un Cody Garbrandt. Simplement, là, il était avec Firas Zahabi. Et le fait qu'il ait été canalisé, qu'on lui a donné vraiment. Ouais, voilà, on lui a donné un cadre, on lui a dit voilà comment il faut faire si tu veux être champion. Alors, certes, il n'a pas été champion, mais le truc, c'est que tu sens qu'il a une carrière qui était beaucoup plus stable. Et que. Ouais, et je pense que. Et pourtant, voilà, c'est un peu le même genre. C'est-à-dire que Rory McDonald, c'est un mec, si tu l'envoies chez Mike Passonier ou si tu l'envoies à la Team Alpha Male, bah, ça pourrait devenir un Cody Garbrandt. C'est clair, un mec qui rentre dedans, qui réfléchit pas, parce qu'il est un peu comme JDS. Trop dur pour son propre bien, entre guillemets. Et c'est vrai que. aurait fait des sparring avec Gronart, non, ça aurait été une mauvaise idée. L'exemple est vachement bien choisi parce que moi je trouve que le problème de Tristar, c'est le problème inverse. C'est qu'ils n'ont pas assez justement cette mentalité de tueur à gage. Et qu'il y a plein de gens qui vont chez Tristar qui s'intellectualisent en tant que combattants, mais qui perdent un peu le mordant qu'ils avaient avant, l'instinct de tueur, quoi. Ils deviennent trop calculateurs.
En fait, bon, rien n'est parfait. En fait, il y a pas. S'il y avait une façon parfaite de s'entraîner, tout le monde ferait la même, quoi, en gros. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des mentalités qui se prêtent mieux à tel ou tel type d'entraînement. Cody Garbrandt, je pense que peut-être il aurait fallu juste là actuellement, en l'état actuel, un petit tour chez Tristar pourrait peut-être lui faire du bien, en fait. C'est possible. Et à contrario, un mec comme, tu vois, un mec comme Rory McDonald, peut-être qu'un petit tour à l'époque où que ça commençait à pêcher chez Team Alpha Male, ça aurait peut-être été. Mais c'est marrant, c'est ce qu'il a fait en plus, Rory McDonald, à un moment donné dans sa carrière. Alors je ne sais plus si c'était après son combat contre Lawler ou contre Thompson, mais ça fait écho à ce qu'on est en train de dire parce qu'il est reparti dans son ancien gym s'entraîner avec son ancien entraîneur et il disait justement. C'est pas du tout, je reste avec Tristar, et il sera dans mon corner sans souci, Firas, mais c'est vraiment juste pour retrouver cette espèce de fin que j'avais FIM, que j'avais quand j'étais plus jeune et quand je démarrais en fait. Donc voilà, c'est un peu, c'est pour dire qu'il avait envie de retrouver cette espèce d'esprit un peu animal qu'il avait avant et qu'il a effectivement perdu parce que mais pour le meilleur probablement, mais on a rogné un petit peu son côté chien de guerre quand il est arrivé à Tristar, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec toi, en fait, Polydomso, le truc, c'est que tout ça, c'est un peu des équilibres, mais c'est comme quand tu crées un personnage sur un RPG, tu vois, le problème, c'est que tu peux pas tout mettre à 99. Ouais, voilà. Tu peux pas tout mettre à 99, donc si tu mets un truc à 99, forcément, tu as un truc qui va tomber à 3, et bon, tu as un mec qui peut pas crocheter de serrure, mais il est très bon pour voler à l'arraché, tu vois. Et là, c'est pareil. C'est vrai que tu peux pas avoir de trucs parfaits, et même, voilà, les gyms qui marchent très bien en ce moment, on pourrait citer ATT. Complètement. Aujourd'hui, c'est le meilleur du monde, hein, clairement. Qui ça? C'est le meilleur du monde. En ce moment, je pense, effectivement. Mais voilà, encore une fois, ça va fluctuer, il va y avoir des cycles. Et pendant un moment, ça a été Tristar, pendant un moment, ça a été Greg Jackson, parce qu'ils apportaient chacun quelque chose qui réussissait à transcender les combattants, quoi. Non, après, ITT, je pense que ça va être très compliqué de les déloger. Parce que déjà, ils ont tellement de succursales. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs ITT, en fait. Hein, c'est même pas un seul club. Et puis la localisation aussi, mine de rien. Parce que tous les bons gyms jusqu'à maintenant étaient dans des localisations pétées. Là, tu as quand même le truc, c'est à Miami. Non, mais en vrai, on va pas se mettre contre Albuquerque. Voilà, exactement. Tu vois, t'es à Albuquerque ou t'es à Montréal. Ou, tu sais, à chaque fois, tu es dans des endroits où c'est hyper bien pour les combattants. D'ailleurs, la plupart du temps, les mecs disent que c'est hyper bien. Par exemple, Kevin Lee a dit c'est super de me retrouver à Montréal parce que j'ai pas toutes ces tentations qu'il y a quand j'étais à Las Vegas. Certes, tu avais le Performance Institute, mais on sait qu'il y a les bars de striptease, tu as tous ces trucs-là, quoi. Donc, forcément, en plus, quand tu es un combattant, tu as énormément de sollicitations. Alors, quand tu es à Montréal, tu te gèles de ouf. Donc, il faut déjà se taper une sacrée motive pour être... Et puis, donc, du coup, tu es beaucoup plus discipliné. D'un autre côté, quand tu es à ATT, tu bénéficies des meilleurs coachs au monde et en même temps, tu es à Miami, tu as la plage, tu as tout ça. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que, même si Dean Thomas vient de partir. De qui Oui, Dean Thomas vient de partir d'ATT. Ouais, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant D'ailleurs, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que Tristar ne fait pas de système de franchise pareil pour Greg Jackson, alors que ATT, c'est vrai que là, visiblement, ça marche de ouf. Je pense que c'est parce que Tristar, c'est vraiment la création de Firas. Et moi, je pense que Firas, une de ses grandes forces, c'est qu'il a un lien vraiment particulier avec ses combattants. C'est pas un mec. Tu sais, genre chez Greg Jackson et tout, les retours qu'on avait, c'est que. Les gars s'occupaient de 3 combattants et puis après tu t'entraînes un peu dans ton coin et si tu veux vraiment attirer l'attention d'eux, tu dois vraiment être proactif dans ta démarche. Moi je pense que Firas Zahabi, bon après j'y ai jamais été mais des interviews que je vois, c'est un mec qui... quand même, t'avais passé des tests. Alors les gars, alors moi j'y ai pas été personnellement, mais j'ai un ami québécois qui y a été et il est débutant. Il est vraiment débutant. Oui, Georges Saint-Pierre, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Un gros débutant. Mon bon ami Georges Saint-Pierre. Non, mais voilà, et c'est un pote à moi qui est débutant et voilà, il avait 1 an de Muay Thai dans les jambes. Il a été au Tristar et il me disait, non seulement on est de temps en temps entraîné par Firas lui-même, mais il y a même des fois où c'est Georges Saint-Pierre qui vient nous donner les cours. Donc en fait, ça rejoint ce que tu dis, Polydomso, c'est presque familial en fait. C'est une entreprise qui est presque familiale et du coup, forcément, c'est compliqué d'en faire une franchise parce que tu sais que tu perdrais un petit peu l'esprit qui a créé tout ce truc-là. Ouais. Donc non, effectivement. Mais pour faire un full circle et revenir avec Kevin Lee, c'est vrai que Kevin Lee, lui, il a été à Tristar. Alors après, c'est un peu compliqué et je pense pas qu'on puisse vraiment déduire grand-chose. Et alors, je vais peut-être avouer moi-même que j'ai peut-être dit des conneries à un moment donné parce que j'étais le premier à dire
quand il a mis KO Grigor Gillespie, bah, il a été à Tristar, ça y est, c'est le changement et c'est pour ça que tout a marché correctement. Je pense que peut-être que j'ai dit une connerie parce que c'était trop tôt en réalité pour en tirer des conclusions. Il a fait 4 ou 5 mois à Tristar et même si bien sûr ça joue parce que par exemple le combo qui a mis KO Grigor Gillespie, c'était un KO qu'ils avaient taffé avec Firas, etc. Mais disons le combattant, pour changer l'essence même du combattant, si c'est ça que voulait Kevin Lee, et vraiment le remodeler entièrement, il faut un peu plus que 4-5 mois. Et c'est vrai que bah, déjà le fait qu'il ait raté sa pesée, c'est pas bon signe. Au-delà même de la technique dans le combat, etc., c'est vraiment pas bon signe. Après, Et les même- conditions de l'UFC Brasilia étaient un C'est peu ça, compliquées. c'est C'est ça. pour ça qu'à moitié, Euh, je lui pardonne un petit peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, ils étaient tous dans les mêmes conditions, tous les combattants. Oui, Mais oui, bien sûr. mais malgré tout, en fait, voilà, je pense que personnellement, en tout cas, j'ai peut-être été un peu vite en besogne parce que bah, je ne sais pas ce qu'on peut attribuer ou ne pas attribuer à Tristar pour un changement pour Kevin Lee. Mais en tout cas, c'est vrai que pour lui, en tout cas, il a toujours eu une histoire un peu compliquée parce que à la base, je pense qu'il était lancé avec son entraîneur, j'oublie son nom, il est donc Feu Monsieur, dont j'oublie le oui, nom. oui, oui, je Euh, vois. Merde. Ah, merde. et ouais, et c'est un gars en gros qui était vraiment, ils avaient presque une relation père-fils spirituelle en fait. Et c'était quand Oui. ils ont commencé à s'entraîner Ouais. tous les deux, t'avais l'impression d'avoir une espèce de Cus D'Amato Tyson, alors toute proportion gardée, mais voilà, il y avait cette relation un petit peu entre les deux. Et ce mec-là est décédé. Et en fait, à partir de là, c'est vrai que bah, Kevin Lee, il a eu donné l'impression d'être perdu en fait dans sa carrière. Donné Mais l'impression il de, l'a dit lui-même, de toute façon. et il l'a dit, mais c'est vrai que non seulement il l'a dit, mais en plus de ça, vraiment, voilà, on avait l'impression d'avoir quelqu'un qui a perdu son guide, en fait, qui a perdu la personne qui était censée l'amener Bien jusqu'au sûr. sommet. Et c'est vrai que c'est, oui, Non, c'est juste, je disais juste, j'ai regardé, c'est Robert Follis, le nom du. c'est ça. Voilà. Robert Fau- et qui, en plus de ça, en plus d'avoir cette relation spéciale avec Kevin Lee, était vraiment un très très bon coach de MMA. Et du coup, à partir du moment où il a perdu ça, en fait, c'est un petit peu, bah, c'est voilà, c'est le syndrome de l'orphelin, mais c'est que quoi que tu fasses après, tu n'arriveras pas à vraiment t'engager autant, tu n'arriveras pas vraiment à construire quelque chose aussi bien que tu l'avais construit avec la personne qui t'avait donné autant. Et c'est vrai que bah, je ne sais pas ce qui va devenir de Kevin Lee. En fait, moi, j'ai presque Non, peur c'est parce que dur là. c'est 3 dur déchaites sur les 4 derniers combats, les gars. et j'ai vraiment peur d'une histoire triste en fait. J'ai peur que Kevin Lee, qui pourtant, et je maintiens hein, personnellement, je Ah, il maintiens, a- je le voyais vraiment comme un futur champion. Je commence à modérer un peu mes propos, mais il avait tout, il avait absolument tout. Et j'ai peur que ça devienne une espèce de cas d'école. Parce que, bah voilà, encore une fois, voilà, peut-être que pour lui, mental s'applique plus parce qu'il a effectivement peut-être des démons en lui qui font que voilà, il a un petit peu de mal à peut-être se discipliner autant qu'il le devrait ou peut-être s'impliquer autant qu'il le devrait. Je ne sais pas lequel des deux c'est. Et loin de moi l'idée de faire vraiment des conjectures parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus relatif à sa vie personnelle de laquelle je connais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, pour lui, c'est vraiment triste et j'aurais pas envie que dans 4-5 piges, en gros, il soit complètement sorti des rails et que ce soit une histoire ouais, voilà, enfin, qu'on regrettera. Quoi. Après, Non, non, maintenant, il sait clairement quoi régler. Bah, pardon, vas-y, mon cher non, 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 Prudence. non, non, de toute façon, l'auditeur a demandé à ce que Guillaume donne plus souvent son avis. Donc. Absolument. Arrêtez, non, non, mon cher Prudence, allez-y. Non, non, mais c'est vrai que pour le coup, le coup du mental, moi je le disais dans un autre podcast, c'est vraiment visible parce que certes, il y a le problème qu'il a un physique qui, à mon avis, sollicite énormément de contraintes pour l'amener en lightweight, ça c'est clair et c'est évident. Mais néanmoins, je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment, c'est palpable, il y a des moments où dans les combats où il lâche l'affaire avant d'avoir perdu, quoi. Et ça, c'est un peu chiant parce que parfois même, il suffit juste que le mec encaisse quoi, en face. Moi, je me souviens du combat là, contre Rafael Dos Anjos sur les 2 premiers rounds. Bah, il n'y a pas de tournant. Quoi. C'est encore, bon, il ne domine pas le combat. Je ne dis pas qu'il dominait sur les 2 premiers rounds, mais c'est disputé. Quoi, et donc, il faut continuer. Quoi. Et il y a un moment où il lâche l'affaire. Et en plus de ça, derrière, il gaze. Donc, c'est terrible. Donc, est-ce que c'est concomitant? Est-ce que c'est parce qu'il sent qu'il est en train de gazer que bah, il se dit putain, c'est mort, allez, fuck, tu vois, genre, je laisse tomber, tu vois? Ou est-ce que c'est parce que ça marche pas, tu vois, comme il voudrait que ça marche et mentalement il se bloque et peut-être qu'une thérapie sportive, alors j'en sais rien, tu vois, mais par exemple Chael Sonnen disait que ça l'avait aidé parce que pendant toute la première partie de sa carrière, il était un peu maudit, un peu comme Kevin Lee, quoi, que dès qu'en fait il dominait ses combats jusqu'à ce qu'il les perde et ça le gonflait en fait. Et il a fait un truc et puis il a eu une meilleure, enfin c'est lui qui en parlait quoi, il a eu une meilleure dynamique. Donc moi je pense qu'en fait
C'est la révolution sera si elle est morale. Tu vois, il faut changer l'individu avant de faire la révolution. Bah, il faut que Kevin Lee change son approche avant de changer. Tu vois, il peut avoir les meilleurs coachs du monde. Je pense que c'est un truc qui doit mener sur les deux tableaux, quoi. Ça peut pas être que physique. En plus de ça, j'ai ma petite théorie sur Kevin Lee. Oh. Je pense que je le soupçonne d'être bien. Ah non, je pense que les tentations sont dures pour Kevin Lee. Et je pense que tu vois, il y a plein de combattants, la vie sociale, je pense qu'ils n'en ont pas, tu vois. Ils sont vraiment dédiés, et puis ils sont entre combattants, et puis personne ne les connaît, quoi. Je veux dire, le MMA, même si c'est un sport qui maintenant commence à prendre du galon, si t'es pas Conor McGregor, ou si t'es pas Khabib, ou si t'es pas des têtes d'affiche, personne te connaît aux États-Unis. Mais le truc, c'est que Kevin Lee, bon, il est plutôt beau gosse, il est jeune, il a du charisme et tout. À mon avis, il doit soulever, à mon avis, tu vois, genre, à mon avis, c'est de toutes parts, tu vois. Donc, s'il n'est pas cadré dans sa vie personnelle, je pense que ça doit partir facilement en cacahuète. Et c'est difficile. Et comme tu dis, s'il n'a pas une espèce de mentor qui lui dit, mec, déconne pas, entraîne-toi, machin. Enfin, le Christophe Midou, finalement, pour Georges Saint-Pierre, mais pour Kevin Lee, c'est vraiment compliqué pour lui. Ce d'autant plus s'il a perdu sa figure, on va dire, paternelle, entre guillemets. Tu vois, Mais c'est parce que là, c'est exactement ce que tu dis. En fait, là, tu vois, les dernières phrases que tu viens d'utiliser, on pourrait presque les transposer à Cus D'Amato lorsqu'il est décédé avec Tyson, tu vois. Enfin, ça, ouais. il a eu un espèce de run un petit peu comme Kevin Lee, où clairement on voyait que ok, c'est un spécimen en plus non seulement physique, mais il est vraiment extrêement bon, il est propre, il sait faire plein de trucs. Je mets entre parenthèses, c'est juste pour la comparaison, parce qu'on n'est pas en train de dire que Kevin Lee c'est Oui, comme bien sûr. Non, voilà, j'anticipe juste. Hein, mais non, mais c'est vrai, tu fais bien, vaut mieux qu'on balise. Mais c'est vrai que et il y a vraiment cette impression qui est qu'une fois que le mentor est parti, eh ben, le potentiel est peut-être soit gâché, soit en tout cas, ça va être vraiment compliqué. Parce que pareil, Tyson, on ne cite plus les anecdotes où en gros, il réserve des appartements à New York pour soulever 49 dans la soirée. Mais c'est vrai que Kevin Lee, il y a moyen que ce soit un peu le même délire. C'est-à-dire que s'il n'a pas ce mentor qui est capable de vraiment lui imposer une rigueur de vie, mais vraiment de vie, et qui le cadre psychologiquement, c'est vrai qu'en fait, c'est probablement son propre pire ennemi, quoi. Et tu vois les meilleurs des meilleurs là dans la catégorie lightweight, c'est des mecs qui sont trop investis dans leur art. Tu prends Khabib, à mon avis, il n'est pas détourné de sa voix. Je crois qu'il pense, il dort MMA, quoi. Vraiment tous les jours, ça doit le travailler. Je pense que quand il boit un verre d'eau, il doit se dire tiens, le mouvement que je fais, c'est le même mouvement que quand je fais ma Kimura. Tu vois. Non mais je suis persuadé, tu vois. Ce que disait Marvin Hagler, il disait si on m'ouvre la tête, dans mon cerveau, on trouvera un gant de boxe, quoi. Et c'est vrai, tu vois, genre, je suis persuadé, je parle même pas de Tony Ferguson. Tu vois, genre, le mec, voilà, Guy, il est carrément sur un autre plan de l'existence, c'est où la galaxie tourne autour de Tony Ferguson, qui fait du PAO et qui s'entraîne sur son truc de Wing Chun. C'est ça. Et s'il s'arrête, le soleil s'arrête de briller, quoi. Tu vois, je pense que c'est ça, quoi. Mais bon, tu vois, Kevin Lee, je pense, après, ça se trouve, je dis n'importe quoi parce que je connais pas sa vie privée, mais j'ai l'impression. J'ai le feeling, je me dis. Après, c'est dans ce qui avait motivé à aller quand même à Montréal, le fait notamment qu'il y avait beaucoup moins de tentations. Donc c'est vrai que ça joue énormément, mon cher Polydoms. Mais ouais, non, mais tout ça pour dire que Kevin Lee, oui, il y a quand même de l'espoir avec sa pause là, qui veut faire quand même de. Ouais, après c'était à chaud. C'était à chaud. C'était à chaud, mais je pense qu'il va falloir, parce que là, il a tenté en welter contre Hardy et ça n'a pas marché. Donc il n'y a plus cette excuse, entre guillemets, de dire c'est parce que je cut que j'arrive plus à avoir ça. Ce retour. Ensuite, contre Guy Epsi, où tout le monde s'est dit ouais, putain, ça y est, il est vraiment là. Et le combat contre Oliveira qui a réouvert un petit peu les plaies qui étaient finalement restées béantes. Mais d'autant la dernière fois, en gros, à chaque fois, c'est vrai. Parce que contre Oliveira, les 2 premiers rounds, c'est kiff-kiff. Et c'est exactement ce que Polydomso a dit. C'est juste mentalement, il se dit oh putain. Et c'est même lui d'ailleurs, il l'a dit. Hein. Il a dit j'ai arrêté de suivre le game plan. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, et d'autant plus qu'on est quand même là, on a plusieurs exemples récemment de gars qui ont fait une vraie pause et qui sont revenus plus forts que jamais. Donc c'est peut-être effectivement le bon moment. On pense à Sean O'Malley, à Masvidal, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment qu'il n'est même pas dans l'horizon proche de combat ou de date prévue pour quoi que ce soit, qu'il puisse simplement, en gros, voilà, il y va, il s'évade, il prend 1 an ou 2 où effectivement il se recentre complètement. Et je pense que s'il revient, ça peut être intéressant. Mais là, en fait, je pense effectivement que s'il continue, c'est peut-être la pire chose qu'il pourrait faire, en fait. Et non, surtout qu'il a une carte à jouer avec cette catégorie lightweight. Là, franchement, le mec qui revient dans 2 ans, pile, pour prendre les mecs quand ils sont sur le déclin, ça peut le faire. Hein. Parce que le pire, en plus, c'est que, mine de rien, pour Kevin Lee, c'est qu'il est à un tel niveau aujourd'hui que ça peut pas être comme Sean O'Malley, où en gros, tu attends 2 ans, et ensuite, on va te mettre un gars pour justement te mettre en avant.
C'est vrai. Quand Kevin Lee va revenir, qu'il revienne là dans 3 mois ou dans 3 ans, l'UFC va lui filer un top 5 quasi garanti. Donc, tu as intérêt à être au top 1. Ah non, c'est vrai. Mais ouais. Cela dit, le seul problème qu'il peut y avoir s'il reste à Montréal, c'est que certes, il fait froid, mais c'est là qu'il y a les plus jolies femmes du monde, apparemment. Apparemment. C'est mon pote de là-bas qui me l'a dit. Tout le monde dit ça à peu près de son bled, en général. Oui. Non, justement, apparemment, il y a Venezuela, mais bon, bah là, c'est parce qu'elles sont rentrées, je sais plus comment ils ont fait leur délire, mais en gros, c'est rentré au patrimoine local de l'UNESCO, le fait que... Oh, c'est vrai, ils sont fait rentrer, je sais plus trop. Ça sent un petit peu, ça sent bizarre, un petit peu comme les gens qui font, tu sais, qui font enregistrer leurs mains au registre des armes létales. Ça sent un peu bizarre. Ça sent un peu ça. Mais voilà, paraît-il que, en tout cas, Venezuela et Montréal, c'est par là-bas, quoi. Ouais. Je privilégie Venezuela quand même. Je vais rester sur des valeurs sûres, moi. Bien, messieurs, troisième et dernière question de ce podcast d'Adèle sur YouTube en commentaire. Que vaut vraiment Paulo Costa pour vous? Et oui, Paulo Costa, The Eraser Borrachinha, qui a validé donc son title shot selon toute vraisemblance face à Israel Adesanya un peu plus tard dans l'année, invaincu en carrière, et ce sera le premier combat depuis belle lurette, ou je crois depuis toujours, à l'UFC pour le titre entre deux combattants invaincus, si je ne m'abuse. Voilà. Excuse-moi, attends, j'ai zoné. T'as dit que c'était le premier combat entre deux combattants invaincus? Entre deux combattants invaincus. Ou je crois qu'on a un tel bilan. Enfin, il y a quelque chose, il y a un truc historique. J'ai pas de souvenir là à brûle pour point de combat. Non, parce qu'en soi, tu vois, Jones Cormier, Jones sa défaite entre guillemets. Oui, Rashad Evans Machida, c'était pas pour le titre? Ah voilà, depuis Rashad Evans Machida. Bien joué. Cet historien du MMA. Oh là là. Ok, c'est bon. Alors, que pensons-nous vraiment de ce cher Paulo Costa? On va commencer par Polydomso. Non, évidemment que c'est un bon combattant. Évidemment, c'est indéniable ce qu'il fait. Faut pas. Il y a les deux écoles. Il y a ceux qui le voient, à mon avis, trop beau et ceux qui pensent que c'est un hype job. Et franchement, il est excellent dans ce qu'il fait. Je sais qu'il est battu Romero, mine de rien, c'est dur de dire quelque chose maintenant. Bah ouais, déjà. Et surtout, c'est la façon dont il a fait le combat parce que il est allé le chercher, quoi. Il a pris des risques et puis il a pris, mine de rien, dommage comme personne n'avait pas. En survivant, non, en étant bel et bien là, surtout. Ouais, bah ouais. Ouais, donc, et puis là, c'est une combinaison de facteurs. Je veux dire, certes, Romero, il a été capable d'enrayer la machine pendant le combat, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le savoir technique ou juste le physique pour empêcher la machine de t'écraser, quoi. Enfin, il te broie, quoi. C'est assez flippant. Et il est technique, hein, c'est pas seulement physique, parce que la façon dont il te coince contre la cage et il commence à te saper au niveau du corps, c'est-à-dire même quand il s'embarque mal dans un combat, on pense notamment à ce combat contre Uriah Hall. Uriah Hall, ouais, complètement. Il était un peu mal barré, Uriah Hall était très mobile, frappait très bien, bonne boxe, bon jab. Il est passé proche de se faire mettre KO, hein, mine de rien. Mais même là, juste par de la puissance et franchement, les pressure fighters comme ça qui savent frapper au corps, c'est la plaie, quoi. C'est la plaie. Et qui ont le physique, même pour stopper les takedowns, parce que le premier tentative de takedown de Romero, il lui dit non, en fait. Juste, ça va pas possible. Et ça, putain, je veux dire, tu peux dire ce que tu veux derrière, que le mec, effectivement, il a peut-être pas eu la route vers le titre la plus semée d'embûches, et c'est vrai qu'il a eu des combats. Romero, quand même. Pour moi, le combat contre Romero, il était quoi? Il était classé 9e. Enfin, tu sais, c'est un peu le truc où on pardonne tout. On pardonne tout parce que t'as battu l'espèce de mec où tout le monde est là, ouais, non. Et il le voulait en plus, ce combat. Ouais. Il voulait ce combat. Ouais. Non, c'est clair. Après, je suis d'accord avec Polydomso. C'est vrai que t'as des mecs qui traînent depuis longtemps, genre Jacare Souza. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, là, pour le coup, si on veut prendre un contre-pied du début de notre podcast, un mec qui a un mental, mais genre insubmersible, c'est bien Paulo Costa. Et d'ailleurs, j'ajoute que son combat contre Uriah Hall, d'ailleurs, c'était vraiment, tu sais, c'était un petit peu, il y avait, c'est ce que disait Cus D'Amato d'ailleurs. Il y avait, physiquement, ils étaient tous les deux ultra chauds. Techniquement, ils sont tous les deux ultra chauds. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui fait la différence, c'est le caractère, c'est le mental. Et honnêtement, il y a aussi le fait qu'ils mettaient des espèces de grues au corps. Mais à part ça, c'est vrai que c'est mentalement qu'il a pris le dessus, qu'il a su passer la première.
passer la seconde d'ailleurs, et que Uriah Hall a dit bah moi je peux plus, tu vois. Enfin, Pour le coup, Uriah Hall, c'est un exemple de combattant au mental assez. Ouais, dans le chapitre des talents un peu Ouais. assez Bah à ouais. côté, c'est vrai que lui, il est pas mal. Non, Nous mais c'est. n'avons pas peur car nous sommes la peur, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et non, C'était il y a non, longtemps. c'était il y a longtemps. Ouais, mais bon, à ta décharge, c'était quand il venait de mettre KO Moussassi. Donc, C'est ça. Oui, il y avait de l'espoir qui était permis. Ouais. Ouais. Mais non, c'est vrai que Costa, là-dessus, il est impressionnant. Après, est-ce que c'est le mec insubmersible? Enfin, je veux dire, le fait est qu'il est tout le temps le même game plan et qu'il est tout le temps la même façon de faire, c'est bien parce que ça révèle qu'au niveau du mental, bah, il est prêt à prendre les coups, prêt à passer certaines frontières, prêt à faire des sacrifices. Mais également, je pense que ça fait de lui quelqu'un d'extrêmement prévisible aussi. Alors, c'est pas parce qu'un casse-tête est prévisible que tu vas réussir à. Tu vois, genre, bon, à un moment donné, tu es dans la cage, tu prends des coups au corps. Bon, c'est pas parce que tu l'avais prévu que ça change quelque chose à ton destin, tu vois. Mais en revanche, tu peux développer une stratégie pour faire face à ça. Et moi, ce qui m'a marqué dans son combat contre Romero, c'est pas tellement la fin où il survit, il est un peu il gaz et il a un peu de mal, mais il creuse vraiment, il cherche dans ses tripes, tu vois, pour s'accrocher. Moi, c'est plutôt le moment qui m'a marqué, c'est le moment où Romero prend une pause et fait pas grand-chose en fait, et juste se déplace latéralement, lui met un jab, sort de son axe de frappe. Et là, je l'ai trouvé très frustré en fait. Il n'arrivait pas à coincer Romero, il n'arrivait pas. Il faudrait peut-être que je revoie le combat parce que peut-être je revois la scène, peut-être je m'emballe sur un truc qui a duré peut-être 20 secondes. Mais de mémoire, j'ai souvenir de ce laps de temps dans le combat où en fait, effectivement, un mec qui arriverait à se déplacer efficacement et qui arriverait en fait à l'empêcher de toujours avancer et de tout le temps pousser, bah, il y a moyen qu'il sorte, qu'il ait des armes à faire valoir. Mais c'est Et difficile. c'est pour ça que ça va être intéressant le combat contre Adesanya. Mais pareil, le problème c'est ça, c'est s'il bat Adesanya, enfin surtout je pense à mon avis les 2 premiers rounds vont être très chauds. C'est ça, tant qu'il bat les mecs, de toute façon, il a aucune raison de changer. Mais c'est ça. Et alors, en fait, le truc, c'est que je suis fan de Paulo Costa. J'adore son style parce que, pareil, je trouve que oui, évidemment, c'est un bourrin parce qu'il frappe très fort, mais c'est pas un bourrin nécessairement dans sa manière d'approcher le combat. Enfin, si, bien sûr, c'est un bourrin, mais il est extrêmement technique, il est propre et il apporte vraiment des trucs. Enfin, c'est pas un mec qui fait n'importe quoi, qui envoie des patates de forgeron et ça marche par chance. C'est vraiment un mec qui est très technique. Et moi, j'adore. Voilà. Et oui, il frappe extrêmement dur, mais c'est pas un brawler. C'est un mec qui reste extrêmement technique dans ce qu'il fait. Donc personnellement, j'adore le regarder. Cela dit, c'est vrai que j'ai du mal à voir Costa devenir champion. C'est possible, mais je pense pas que ce soit un style qui puisse durer dans la longueur. En fait, je ne vois pas Costa devenir et rester champion. C'est un mec, c'est impressionnant ce qu'il fait, mais déjà, premièrement, une fois que quelqu'un, et je pense que ça peut être Adesanya, aura un petit peu trouvé la faille et aura trouvé un peu le fil rouge, je pense qu'il sera un peu plus facilement abordable. C'est un peu comme, bon, bah là, tout le monde, il fait peur à tout le monde, mais un peu de la même manière que les mecs qui ont passé le marathon en moins de 4 heures ou je sais pas trop quoi, tu as un mec qui l'a fait, tu as un bus qui est arrivé derrière qui l'a fait aussi, tu vois, enfin, un bus de gens. Et en gros, je pense que ça peut être un peu pareil avec Costa, c'est-à-dire que là, il fait flipper tout le monde, mais si jamais Adesanya trouve le moyen d'eux, après, il aura perdu un peu de son aura, je pense. Et puis même au-delà de ça, physiquement, c'est pas durable comme style. Ouais, voilà. Déjà, si jamais il devient champion, il va devoir faire des combats en synchrone à chaque fois. Donc, oui. ça va. En fait, je pense pas qu'il soit capable. Je pense pas qu'il ait la caisse pour faire synchrone comme il fait. Ouais. Il peut terminer un combat en synchrone, mais il peut pas mettre la pression comme il met la pression sur synchrone. Surtout avec le physique qu'il a, je pense pas que ce soit possible. Et donc, du coup, je pense que même il y a moyen que il puisse gagner les 2 premiers rounds de combat pour le titre et finalement se faire rattraper sur la fin par des mecs qui sont juste un peu résilients ou qui. Mais après, tu vois, moi, là où je suis curieux, c'est que il peut avoir une carrière un peu Costa, un peu à la Robbie Lawler, c'est-à-dire à un moment donné, il fait peur à tout le monde, passe peut-être à côté du titre, ou peut-être il a le titre, c'est juste un passage de météore et ça dure pas. Et en fait, après, il se réadapte et il se réinvente et il garde en fait les armes qui ont fait son succès et il rajoute juste 2-3 petits tours en plus de tricks de vétérans. Tu vois, par exemple, un truc que j'aimerais beaucoup qu'il fasse, il le fait presque jamais, mais d'accrochage. Tout simplement, s'il rajoutait en plus de ses battoirs, s'il terminait ses enchaînements au corps par une phase de clinch immédiatement, tu sais, un peu à la Randy Couture ou Josh Barnett qui faisait ça aussi beaucoup, alors qu'ils n'avaient pas le talent ces deux-là n'avaient pas le talent de Costa justement pour boxer au corps comme ça, il devient vraiment dangereux, quoi. Là, pour le coup, parce qu'en plus, il pourra prendre des temps de pause
et ménager en fait ces moments où il agressera, quoi. Donc je pense qu'on va peut-être vers là, parce que je vous suis, je pense pas qu'il sera capable Ah, mais il va devoir se faire une réinventer de toute domination comme façon. ça, tout le temps, quoi. Mais oui. Ça nécessitera forcément un changement à un moment donné, quoi. Et déjà là, de toute façon, c'est quasiment écrit parce qu'il galère énormément pour faire le poids. Il arrive avec 97 kilos dans la cage. Bah non, mais soit il va devoir se dire je perds un petit peu de muscle, ou alors je monte de catégorie. Enfin, dans tous les cas, il va devoir faire quelque chose parce que même là, lors de son dernier combat, donc qui était, si le dernier contre Romero, il s'est fait un peu flag par justement la commission athlétique de Californie parce que tu sais, t'as pas le droit d'être à plus de 13% de ton poids de forme c'était ça. lors des combats. Et lui, 93 kilos, 84, forcément, ça les a pas fait gaulerie. Avant, il s'était fait suspendre pendant, je crois, 6 mois. Je suis plus sûr, mais en gros, c'était pour usage d'intraveineuse. Donc pareil, en fait, là, je pense qu'à mon avis, tout le monde est sur lui. Et faire le poids, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, et puis en plus, là, ensuite, là, il s'est déchiré le biceps. Donc, tu as énormément de mecs qui sont en train de se dire c'est quand même bizarre de se déchirer le biceps. Donc, tu as un peu tout le monde qui est autour de lui, là, en train de se dire mec, faut peut-être que tu fasses les choses bien. Il est à Las Vegas maintenant, donc peut-être que l'UFC le prend en main un petit peu avec l'UFC Performance Institute. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, là, dans les prochains mois, il va devoir clairement se dire bon, bah, soit t'arrêtes de faire ce que tu fais maintenant parce que physiquement, à mon avis, ça va se péter la gueule, ou soit il monte, hein, mais bah, va falloir qu'il prenne une décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir le title shot. Bien, messieurs, on va passer à notre cher Polydomso qui va être... Non, d'abord Rust avec le conseil de Rust Fitness. Et est-ce que c'est pas plutôt toi qui devais donner le conseil? Parce que là, tu avais un truc stylé quand même. Allez, c'est vrai qu'on avait un truc stylé, dans la continuité de ce que Rust nous a conseillé hier, c'est que j'ai écouté Rust, voilà. Rust nous conseille quelque chose, eh bien, nous devons écouter et appliquer cela. Et donc, j'ai écouté, j'ai été voir ce que proposait David Goggins, et David Goggins faisait un Instagram live pour faire un workout pendant 1 heure, donc c'était de 17h à 18h. Exercice, donc c'est un workout à la maison, et ce qui est bien avec David Goggins, c'est qu'il ne vous ment pas, comme tous ces youtubeurs qui vous disent on fait le workout à la maison, mais le workout à la maison, tu te rends compte qu'il faut une barre de traction, qu'il faut 2 haltères et qu'il faut plein de trucs que tu n'as pas. Lui, il te dit, tu fais le workout à la maison et tu as juste besoin d'une bouteille d'eau et de 2 chaussures. C'est tout. Oh là là. Voilà. Pendant 1 heure, il te fait un workout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il te fait le workout en même temps qu'il te parle. Donc, déjà, ça te motive. Et en plus, tu te dis, bon, bah, on va dire pas que tu respectes un petit peu plus le mec, mais le fait que le gars le fasse en même temps que toi pendant 1 heure et que ce soit en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est pas, c'est très très dur de le faire parce que bah on sait David Goggins c'est un athlète comme on en fait très très peu, donc clairement non, mais comme on n'en fait pas du tout. Oui, même quand on n'en fait pas du tout. Donc pendant 1 heure vous allez vous dépasser avec des exercices qui sont vraiment basiques, mais grosso modo là l'exercice c'était pendant 1 heure, on va dire c'était 20 minutes de fente, 20 minutes d'abdos et ensuite 20 minutes de pompe. Donc autant vous dire qu'à la fin vous en sortez, vous avez le corps en vrac, mais ça fait plaisir en ces périodes assez tristes. Et oui, parce que moi c'est ce que j'avais vu, mais si jamais il y a un Instagram, il faut que tu nous préviennes, hein. Vraiment, je veux savoir, je veux le faire en même temps que vous. Mais j'avais vu toujours le premier là-dessus. Mais parce que j'avais vu une vidéo comme ça, et d'ailleurs elle est disponible sur YouTube, hein. Enfin, vous tapez David Goggins workout, et c'était en Australie, et pareil, c'était un truc d'1 heure, il faisait ça sur un balcon, et en fait, donc c'était un workout d'1 heure, et pareil, tu te dis, ah bah c'est clair, on va apprendre plein d'exercices, ça va être génial. En fait, non, oui, je crois que les 20 premières minutes, il fait que des jumping jacks. Exactement, oui, c'était ça. Il y avait 15 minutes, on a fait, ouais, c'est ça, 10 minutes de jumping jacks. Pareil, le truc dont à chaque fois vous voyez les workouts, vous dites c'est de la merde parce que forcément les mecs ils mettent 100 jumping jacks, donc clairement ça vous crève pas. Mais 10 minutes à faire des putains de jumping jacks. Ouais, mais c'est ça qui est génial en fait avec David Goggins, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir de l'originalité, t'as juste besoin de faire le truc pendant 4 heures en fait. C'est ça. Et on rappelle que c'est quand même le mec, il a des records à l'appel, et vraiment quand on dit que c'est un athlète qu'on n'en fait pas du tout, c'est pas une hyperbole, hein. C'est personne sur la planète Terre n'a fait ce qu'il a fait. Et donc, premièrement, parce qu'il détient des records du monde, déjà, et en plus, parce qu'il fait des courses. Donc, c'est un ancien Marines, donc quand il a un peu mangé du donut, il est au-delà de 100 kilos, mais en forme, hein. Et c'est un gars à plus de 100 kilos qui est capable d'aller courir un truc qui s'appelle le Moab 240. Et en gros, tu cours pendant, du coup, 240 miles, peut-être 380 km. Tu cours 380 km sans t'arrêter, ou presque. Donc, on parle d'un gars pour ceux Record du monde de traction aussi, hein. Ouais, pendant 24 heures.
Et en gros, voilà, pour ceux qui connaissent pas David Goggins, allez jeter un coup d'œil, votre vie ne sera plus la même après. Hein. Ah, mais comme dirait Polydomso, j'ouvre les guillemets, il se fait chier la bite. Je ferme les guillemets. Il y a des gens pour ça, mais c'est ça qui rend l'humanité si respectable. C'est que tu as des mecs qui poussent le vice tellement loin dans ce qu'ils font que tu as des champions du monde de fléchettes, donc des champions du monde de traction, pourquoi pas. Et c'est ce qui explique qu'on est capable d'envoyer des mecs sur Mars, quoi, finalement. Tu vois, c'est ça. Quoi. Enfin, oui, mais comme dit Sniper, il faut tout pour faire un monde. Hein. C'est ça. Ouais, et comme dit Crystal, celui qui n'arrive pas assez fin, c'est qu'il n'a pas assez faim. Oh Et donc ma petite reco, moi j'ai une reco fight et une reco culture, hein, parce que je laisse les entraînements à ceux qui s'entraînent, c'est-à-dire pas moi. Donc la reco fight, je me suis fait ce petit plaisir hier entre deux vidéos de Danny Daniels. Non, je déconne, Attends, parce que Polydomso, t'as dit je déconne, et juste à côté, t'as levé le bras comme ça, donc je sais pas, tu vois. Il y a un truc du domaine de l'inconscient. Personne ne le saura. Non, mais après, ça peut être une playlist. C'est vrai que là, c'est parfait. Hein. La petite après-midi thématique de Polydomso. C'est pas là, le virement, il va être bizarre parce que je disais, je me suis fait un petit plaisir en matant George Foreman. Donc je sais pas ce que ça dit de moi, mais bon. Et bref, et donc la vidéo que je vous recommande, c'est George Foreman versus Five Boxers. Daniels. non, George Foreman versus Five Boxers. Alors pour la petite histoire, je crois qu'en fait c'était un combat d'exhibition qu'il a fait juste après avoir perdu le titre contre Mohamed Ali, et parce que c'est George Foreman et parce qu'il voulait prouver qu'il était encore un mec assez flippant quand même, il faut le dire. Il a pris, il a fait le pari, je vais prendre 5 boxeurs d'affilée, quoi. Et dans les 5 boxeurs, c'était pas non plus des tueurs à gages les mecs, mais quand même se taper 5 combats de boxe d'affilée, faut le faire. Et donc le truc est surréaliste parce que ça part en sucette assez rapidement, parce qu'en plus de ça, il y a Mohamed Ali qui est dans les tribunes, qui arrête pas d'insulter George Foreman. Enfin, ça part en couille. À un moment donné, George Foreman, il veut taper son entraîneur et tout. Donc franchement, ça vaut le coup. La vidéo, elle est sur YouTube, ça dure un peu plus d'1 heure, et franchement, c'est stylé, quoi. Et puis bon, George Foreman, c'est un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps, quoi. Donc ça fait plaisir de le voir, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour la reco fight. Et pour ma reco culture, je vous conseille un film vraiment stylé qui s'appelle New World, qui est un film. Bah oui. Et donc c'est genre un peu Les Infiltrés, c'est un peu le même postulat, c'est un peu le même truc de départ. Sauf que c'est peut-être un peu plus cérébral, un peu moins viscéral que Les Infiltrés. Ouais. Et franchement, c'est trop stylé, quoi. Le film, il est lourd, les acteurs sont lourds, la musique est ultra lourde. Donc, je le recommande. Ouais. Ah oui, non, il est absolument monstrueux. Mais de toute façon, pour ce qui est de toute la Corée du Sud niveau ciné, perso avec Polydomso et Guillaume un petit peu moins. Un petit peu moins, je dois l'avouer. Mais voilà, tout ce qui est sud-coréen, quand c'est bon et que c'est sud-coréen, ça met des déculottés à tout le cinéma occidental. Vraiment, ils osent dans les films coréens, sud-coréens, ils osent en fait. Et on n'a pas l'impression qu'ils aient les dictats culturels. Mais c'est ça. Il faut pas forcément que ça se finisse bien. Il faut pas forcément des trucs qui soient, dans les cordes au niveau politiquement correct. Et du coup, et en plus de ça, comme ils ont énormément de talent, même au niveau au niveau visuel, au niveau sonore, avec des compositeurs qui sont absolument, mais ils sont incroyables. J'ai pas vraiment souvenir d'un film coréen, d'un film sud-coréen pour lequel on était vraiment en mode impressionné et qui ait eu une bande son pourrie. À chaque fois, c'est vraiment des virtuoses dans tous les domaines. Pareil au niveau de la photographie. Donc New World, absolument impressionnant, mais on va peut-être les garder. Mais il y aura plus tard, ouais. On les garde, mon cher. Il y a toute une tripotée de films sud-coréens, sans déconner. Enfin, ouais, c'est une leçon, quoi. Ouvrez les guillemets, se pisser dans l'œil, mon cher. En plus, j'ai hésité à le dire, justement. Bon, allez, à la prochaine. Allez, ciao. Allez, tchou. Soit.